Vous m'avez demandé de citer les différents acteurs importants en France de la dépathologisation et de la décriminalisation de l'homosexualité sur les 50 dernières années. Je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Je vais vous donner une liste un peu plus exhaustive. Après, vous ferez vous-même vos propres recherches, bien entendu. Mais j'ai essayé de vous regrouper ça un petit peu par catégorie. Je vais être le plus succinct possible. Déjà, il me semble que la première association qu'il faut à tout prix citer, qui date des années 70, c'est le FHAR, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ça a vraiment été un acteur décisif dans tout ce qui est visibilité politique. Ils ont porté la question de la dépénalisation et ils ont surtout dénoncé de manière très forte la répression policière, la psychiatrisation automatisée des personnes homosexuelles et puis l'isolement social que toutes ces personnes malheureusement subissaient même lorsqu'elles pouvaient échapper à de la violence directe. Une autre association qui a fait beaucoup, c'est le groupe de libération homosexuelle, le GLH, qui a vraiment été dans la lignée du FHAR, mais de manière encore plus militante. Ils ont notamment mis en place des interventions publiques, ils ont fait de l'éducation populaire, et du coup, ils ont grandement contribué à l'abrogation du délit d'homosexualité. Si on revient un petit peu en arrière, il y a quand même eu un mouvement qui a été fondé par André Baudry, ça date des années 50, qui s'appelle Arcadie. Comme ça se prononce, Arcadie. C'était une revue assimilationniste, un peu moins radicale que le FHAR. C'était vraiment un travail sur la normalisation sociale, le dialogue avec les institutions. Ce mouvement et cette revue ont vraiment contribué à rendre l'homosexualité plus visible dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères intellectuelles, en la rendant plus normale. Au niveau des personnalités politiques françaises, bien entendu, je vous ai parlé de Mitterrand, puisque c'est lui qui met fin à la répression pénale des homosexuels. Ça a été un soutien politique essentiel à Badinter, Robert Badinter, qui a été donc ministre de la Justice sous Mitterrand, qui a permis l'abolition du délit d'homosexualité en France. Donc, il faut absolument le citer dans les personnalités politiques phares de la décriminalisation. Je fais beaucoup d'exercices de prononciation quand même avec ce thème. Dans les acteurs juridiques et institutionnels, il y a le Haut Conseil à l'égalité qui a fait des travaux remarquables sur les discriminations LGBT+. Il a vraiment porté un discours très moderne sur la lutte contre l'homophobie comme un véritable phénomène culturel. Donc vraiment, ça a été, on peut dire, on peut faire beaucoup de reproches politiques au HCE. Là-dessus, ils ont vraiment été, à mon sens, d'une grande aide pour pouvoir mettre en inertie une vague de fond qui a fait changer et qui contribue encore aujourd'hui à faire changer les mentalités. Il y a aussi le défenseur des droits qu'il faut nommer. Il a fait des rapports très réguliers sur les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Et notamment dans les années assez récentes, 2010-2020, ils ont produit des données essentielles pour alimenter des études et pour justifier de plans d'action sociale de mise en œuvre aussi dans le monde médical. Pour parler de médical, là aussi, il y a quand même eu beaucoup de choses au niveau de la santé, de la psychiatrie et de la psychanalyse. Je note la psychanalyse dans le lot parce que la France a longtemps résisté sur ce terrain. Mais voilà, il faut vraiment citer Jacques Lacan, parce que Jacques Lacan n'a jamais pathologisé l'homosexualité. Son enseignement ouvre plutôt la voie à une réception non conversionniste de la psychanalyse. S'il faut citer quelqu'un d'autre, c'est Elisabeth Roudinesco, qui est historienne de la psychanalyse et qui a notamment fait un texte majeur qui est sorti en 2003, qui s'appelle La bataille de l'homosexualité et la psychanalyse. Elle a travaillé à déconstruire les mythes, notamment tout ce qu'on a hérité de Bieber et de Socarides, dont je vous ai déjà parlé, ces psychanalystes américains qui ont fait énormément de tort déjà à la psychanalyse tout court, mais de manière générale à tous les homosexuels et à toute la société, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on ne peut pas faire du mal à une part de la société sans créer des retentissements terribles sur le reste du monde, même ceux qui ne se sentent pas concernés.
On peut citer aussi Pierre-Henri Castel, qui est un philosophe et un psychologue. Il a travaillé sur l'histoire de la sexualité et de la psychiatrie, et il a vraiment contribué à montrer comment la pathologisation, c'est une construction culturelle du XXe siècle qui n'existait pas au XVIIIe, au XVIIe et les années précédentes. Enfin, on peut aussi citer dans les associations de santé publique l'AIDS, AIDS, et ACT UP Paris, qui ont été toutes les deux assez essentielles dans la lutte contre la psychiatrisation, dans la dénonciation de tout ce qui est stigmate médical des personnes homosexuelles. Et puis, ils ont vraiment joué, enfin, elles ont vraiment joué, ces deux associations, dans le changement de paradigme dans les années 90. Enfin, parce qu'il n'y a pas que les plus concernés qui jouent un rôle important dans la société, tout ce qui est médias et tout ce qui est personnalité intellectuelle ont énormément joué aussi à leur niveau. Le premier dont je veux vous parler, c'est Guy Hockenheim. Je le prononce bien cette fois-ci, contrairement à ma dernière vidéo. Guy Hockenheim, qui était un philosophe, et non pas un... Je crois que je m'étais trompée, je crois que je vous avais dit que c'était un historien, mais il est philosophe, et il a notamment publié en 72 Le désir homosexuel. C'était un des premiers textes fondateurs français qui dénonce la vision psychanalytique de l'époque, la vision psychiatrique de l'époque, qui étaient toutes les deux, ces deux visions très pathologisantes, voire très condescendantes, voire les deux. Ce monsieur a notamment été membre du FHAR. Donc il a vraiment porté la lutte dans l'espace public et médiatique où il avait déjà pignon sur rue, il était déjà reconnu comme une figure intellectuelle majeure dans les années 50, 60, 70. Une autre personne, c'est Michel Foucault, qui lui aussi est un philosophe qui, notamment dans les années 60 à 80, a écrit sur l'histoire de la sexualité. Il a donné un cadre théorique essentiel pour comprendre la construction sociale identitaire. Et il a vraiment influencé lui aussi toute la presse française contemporaine quant à la dépathologisation. Et enfin, une dernière personne qui, je pense, est absolument à citer, c'est Jean Le Bitou. Jean Le Bitou, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'était un journaliste qui a fondé un magazine qui s'appelle Le Guêpier, en deux mots, Guêpier, qui était un mensuel puis un hebdomadaire pour la population homosexuelle, qui a vraiment, du coup, contribué énormément à faire changer l'opinion publique. Ce magazine a eu tellement de succès que, voilà, au départ, il n'était prévu que sur un rythme mensuel et finalement, il est devenu très vite demandé. Donc, ils ont pu augmenter le tirage pour le passer sur un rythme hebdomadaire. Bien entendu, ça a permis de porter la voix du mouvement, et ce, pendant toutes les années 70 à 80. Donc, pour résumer, si on veut parler de la dépathologisation, il faut parler d'Evelyn Hooker, dont je vous parle dans une vidéo à part, même si je la cite assez régulièrement. Elle est américaine, mais elle a eu un impact majeur en France. Au niveau des Français, il y a Michel Foucault, Elisabeth Roudinesco, Pierre-Henri Castel et puis Lacan. Au niveau de la décriminalisation, Robert Badinter, François Mitterrand, Guy Hockenheim, Jean Le Bitou avec le Guêpier, et puis le GLH et le FHR, et enfin tout ce qui est changement culturel et institutionnel, AIDS, ACT UP Paris, le Défenseur des droits et le HCE. J'espère que toutes ces références vous aideront. Passez une bonne journée, bye bye.